Sur l'économie sociale et solidaire, en fait, vous savez, il y a des multiples définitions. Donc, pour moi, l'important, ce n'est pas de donner une définition. L'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui une multiplicité de pratiques très différentes qui sont dans tous les domaines de l'économie, dans le commercial, dans le productif, dans le financier. Et donc, c'est le commerce équitable, c'est le microcrédit, c'est l'épargne solidaire, c'est la finance éthique, c'est le tourisme solidaire. Vous voyez, c'est tous les secteurs et toutes les activités de l'économie aujourd'hui ont développé des pratiques qu'on a associées à ces qualificatifs de social ou solidaire ou éthique parfois. Donc voilà, c'est des pratiques très différentes, mais qui, d'une certaine manière, disent qu'on peut faire de l'économie autrement. Alors, c'est quoi cet autrement qui est associé à cette économie sociale et solidaire? Alors, je dirais surtout trois choses. La première chose, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'est pour faire le lien avec l'association que vous avez évoquée tout à l'heure, donc c'était Nouvelle Chance, que c'est une manière différente, je dirais, de distribuer les bénéfices. Donc, justement, ce que vous avez évoqué, c'est comment les bénéfices produits par l'activité de l'entreprise peuvent se mettre aussi au service d'un besoin social, comme par exemple le besoin de logement ou de travail de ces femmes qui sont seules. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la distribution de bénéfices. Mais je dirais, ça c'est heureusement quelque chose qui se fait de manière différente depuis longtemps, mais je trouve très intéressant qu'il y ait toujours des initiatives nouvelles pour penser cette distribution de bénéfices, redistribution des bénéfices. Ça, c'est un aspect. Mais ce que je trouve très intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est que ce n'est pas simplement dans la distribution de bénéfices qu'il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire d'essayer de mettre les bénéfices aussi au service d'une utilité sociale, mais c'est aussi dans la manière de produire des bénéfices. Et donc dans la manière de penser la production et dans la manière d'organiser la production et l'activité économique. Et donc là, on va trouver des choses très différentes. On va trouver par exemple tout ce qui est proprement l'économie sociale. Donc c'est par exemple les coopératives ou les mutuelles ou les associations. Donc c'est des formes juridiques qui pensent l'organisation de l'activité économique fondée sur une participation égalitaire de toutes les personnes qui appartiennent à la structure. Vous savez, la coopérative par exemple, c'est le poids dans les décisions, ce n'est pas en fonction du capital apporté, comme dans l'entreprise classique, mais c'est tout le monde a le même poids, c'est-à-dire un homme, une voix. Donc voilà, ça peut être une manière justement de penser la production autrement, c'est-à-dire organiser l'activité économique à travers justement une participation plus égalitaire et plus démocratique dans la prise des décisions. Mais il y a aussi, et aujourd'hui par exemple, quelque chose qui se développe beaucoup à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, en fait, ne prend pas nécessairement la forme des coopératives ou des mutuelles, c'est-à-dire le statut juridique d'une entreprise classique, mais ce qui va caractériser l'entrepreneuriat social, c'est le fait que l'activité économique est faite avec une finalité sociale. C'est-à-dire la finalité de l'activité économique est sociale. Par exemple, une entreprise qui fait du bâtiment, qui travaille dans la construction et qui va faire de l'habitat écologique, mais pour les personnes qui ont des bas ressources. Vous savez que l'habitat écologique est très cher et qu'en général, l'habitat écologique justement demande d'avoir des revenus importants pour pouvoir y accéder. Et même avec les aides de l'État, c'est très cher. Et bien là, il y a par exemple une entreprise qui s'est mise en place pour penser des HLM écologiques. Donc voilà, et là c'est typiquement cette idée d'une activité économique, mais avec une finalité sociale ou sociétale, avec une finalité d'utilité sociale. Donc voilà une autre manière de penser, si vous voulez, la production, mais d'une manière différente, d'une manière plus sociale ou sociétale. Donc voilà, deuxième aspect qui caractérise l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est la distribution des bénéfices, c'est la manière de produire les bénéfices. Et puis, troisième chose pour moi qui est une innovation
oui, je pense une innovation dans l'économie sociale et solidaire qui est dans la manière d'évaluer l'activité économique. Parce que justement, comme pour l'économie sociale et solidaire, l'idée c'est que la richesse n'est pas uniquement financière, monétaire ou matérielle, mais que la richesse est sociale, sociétale. Et on parlait tout à l'heure de la richesse, justement, comment l'université crée de la richesse aussi, de la richesse humaine. Et donc, cette richesse-là, il faut aussi l'évaluer. Donc, il y a aujourd'hui des efforts très importants, tout liés à ce secteur de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir évaluer et mesurer la richesse produite en termes de relations, en termes de liens sociaux et en termes d'impact social. Et pour évaluer par exemple l'utilité sociale d'une activité. Vous savez, c'est facile d'évaluer la rentabilité financière, parce que là, c'est justement ce qu'il y a de très intéressant dans la monnaie, c'est qu'on peut facilement le quantifier et donc l'évaluer. Mais dès qu'on parle de est-ce que ça produit des relations plus humaines, comment est-ce qu'on évalue ça? Et donc voilà, là il faut innover dans la recherche des indicateurs, dans la manière d'évaluer. Et je pense que là il y a aussi quelque chose de très novateur dans l'économie sociale et solidaire, que c'est justement cette recherche des nouvelles formes d'évaluation. Alors, voilà. Et quand je parle d'évaluation, il y a quelque chose d'autre qui me semble aussi très important, c'est que comme on va évaluer des choses qui ne sont pas uniquement monétaires, on va aussi être très attentif aux nouvelles formes de reconnaissance de l'apport de chaque personne. Vous savez, dans l'activité économique classique, la reconnaissance de ce que chacun apporte, c'est le salaire. Et c'est la manière de reconnaître le travail de chacun, c'est le salaire. Et ce que l'économie sociale et solidaire dit, pas seulement, c'est pas une exclusivité de l'économie sociale et solidaire, mais c'est de dire, on peut apporter quelque chose, et il faut reconnaître cet apport autrement qu'uniquement par la contrepartie monétaire. Uniquement, ne pas reconnaître le travail apporté uniquement par le salaire. C'est aussi parce que dans ce type d'économie, le travail bénévole est important, et justement le travail bénévole est par définition un travail qui n'a pas une rémunération monétaire. Et voilà, comment reconnaître cet apport qui n'a pas de contrepartie monétaire. Mais je pense que c'est même intéressant pour ensuite penser les différentes manières, formes de reconnaissance dans l'entreprise classique, et même pour le travail qui est salarié. Parce que vous savez bien que quand on travaille dans un lieu, le plus important, c'est pas simplement de pouvoir avoir un bon salaire, mais c'est de se sentir reconnu dans le lieu de travail par le travail qui est fait. Et on peut gagner très bien, avoir un bon salaire et se sentir très malheureux si on sent que personne justement reconnaît le travail qui est fait d'une autre manière que par le salaire reçu. Donc voilà, c'est ça qu'il y a aussi dans l'évaluation. Donc vous voyez, pour moi dans l'économie sociale et solidaire, il y a tout ça. Il y a une autre distribution des bénéfices, il y a une autre manière de produire les bénéfices, plus en lien avec le social et le sociétal, et il y a aussi une autre manière d'évaluer l'activité économique. Et c'est pour ça que pour moi l'économie sociale et solidaire, il y a ce mot de solidaire, vous voyez dans l'économie sociale et solidaire, mais ça dit justement quelque chose de nouveau en termes de solidarité. Et ça dit quelque chose de nouveau en termes de solidarité parce que la solidarité dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas simplement venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et la solidarité, vous savez, souvent, parfois, l'économie sociale et solidaire est considérée un peu comme l'économie pour les pauvres. C'est l'économie, justement, pour les personnes qui restent exclues du secteur de l'économie classique. Et donc, voilà, c'est pour ceux qui n'y accèdent pas. Donc, on fait une économie un peu palliative, une économie au rabais. Eh bien, je pense que non, que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie pour les pauvres, même si c'est une économie qui va faire très attention et d'une manière prioritaire aux personnes qui sont en situation de pauvreté. Mais ce n'est pas une économie au rabais, ce n'est pas une économie palliative,
c'est une autre manière de penser l'économie, justement parce que ça évalue l'activité économique autrement, justement parce que ça organise l'activité économique autrement, et aussi parce qu'elle distribue les bénéfices de l'activité économique autrement. Donc voilà, elle est solidaire, mais solidaire parce que justement, elle construit, c'est la solidarité en termes de projet de société. Ce n'est pas seulement la solidarité en termes d'assistance à celui qui est dans le besoin. Je pense que là, il y a une différence majeure dans cette idée de solidarité. La solidarité, pour moi, ce n'est pas simplement aider celui qui est dans le besoin, mais la solidarité, c'est justement... la solidarité, pour moi, est avant tout une relation de réciprocité. Je ne peux pas concevoir la solidarité sans réciprocité. Pourtant, quand on parle de solidarité, très souvent on pense de quelqu'un qui a quelque chose et quelqu'un qui n'a pas, et c'est de donner, c'est un peu un transfert de celui qui a à celui qui n'a pas. Je pense que la solidarité, justement, est une relation de réciprocité. Et justement, la solidarité, c'est cette relation d'interdépendance entre deux personnes qui ont des choses différentes. Et donc, aider quelqu'un qui est dans le besoin, pour moi, ce n'est pas tellement lui donner ce qui lui manque, c'est-à-dire combler son manque, mais pour moi, on est vraiment solidaire quand, face à celui qui est dans le besoin, on arrive à trouver quelle est sa richesse, quelle est sa potentialité, et on arrive à lui dire « j'ai besoin de toi pour faire quelque chose ensemble ». Pour moi, c'est ça la solidarité. La solidarité, ce n'est pas tellement combler des manques, ce n'est pas tellement donner à celui qui est dans le manque, mais c'est justement pouvoir créer, avec notamment les personnes qui sont en situation de manque ou de pauvreté, des relations, des réciprocités d'interdépendance. C'est justement, vous savez, la personne a besoin a des manques physiques, et donc c'est vrai qu'on a besoin de combler ces manques physiques, mais ce qui fait à quelqu'un se sentir vraiment humain, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir manger, se nourrir, se loger, s'habiller, mais c'est quand il sent qu'il apporte quelque chose à un projet commun. C'est quand il se sent utile. C'est ça ce qui fait se sentir humain. Donc ce qui peut rendre humain quelqu'un, c'est justement de pouvoir lui dire « j'ai besoin de toi pour faire quelque chose ensemble ». Eh bien, je pense que c'est un peu cette idée de solidarité qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Je vais l'illustrer avec quelques exemples très rapidement, des exemples qui sont très connus, mais c'est justement pour montrer que pour moi, une chose qui s'opère à travers l'économie sociale et solidaire et ces activités économiques qui sont évaluées au niveau social, c'est que ça change complètement le statut de l'acteur économique et le type de relation entre les acteurs économiques. Justement parce que la relation est au cœur de l'activité, et ce que l'activité économique de l'économie sociale et solidaire va produire, ça va permettre de concevoir l'acteur économique d'une manière différente et les relations économiques aussi d'une manière différente. Alors, je vais vous donner un exemple avec trois secteurs très différents. Un commercial, un financier et un dans la production. Dans le commercial, le commerce équitable. Vous savez, c'est une activité très, très connue. C'est ce partenariat entre petits producteurs du Sud et consommateurs du Nord. Et c'est la possibilité de permettre à des producteurs du Sud qui n'accèdent pas au marché du Nord de pouvoir vendre leurs produits dans les marchés du Nord. Donc, un partenariat entre consommateurs et producteurs. Et alors, à travers ce partenariat, ce qu'on va, c'est garantir aux producteurs un prix, qu'on dit un prix garanti, un prix rémunérateur, c'est-à-dire un prix au producteur qui lui permet de vivre dignement et de pouvoir réaliser sa production. Qu'est-ce qui change dans cette relation commerciale à travers le commerce équitable? Il y a une interdépendance beaucoup plus grande entre consommateurs et producteurs. Pourquoi? Parce que le consommateur, ici en Nord, quand il décide d'acheter un produit du commerce équitable, en fait, il va le faire pas seulement pour satisfaire ses besoins, il va le faire simplement parce que c'est le produit qui satisfait le mieux ses besoins, ou parce que c'est le moins cher. C'est comme ça qu'en général nous faisons nos courses, nous cherchons ce dont nous avons besoin, et si possible le moins cher. Eh bien, le commerce équitable invite à changer un peu ce comportement et à dire, quand j'achète quelque chose, il faut aussi que je pense à qui je bénéficie à travers cet acte de consommation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une manière de satisfaire mes besoins, mais c'est aussi une manière de bénéficier quelqu'un.
Et donc, d'une certaine manière, à travers le commerce équitable, ce qui se produit, c'est, si vous voulez, l'acte de consommation devient, je dirais, un acte politique. Et oui, un acte politique. Parce que d'une certaine manière, quand on achète un produit du commerce équitable, on sait qu'à travers simplement cet acte de consommation, on est en train de contribuer à construire un certain type de société. Une société dans laquelle des petits producteurs, en général exclus du marché international, peuvent y accéder. Donc une société un petit peu plus juste, un petit peu plus égalitaire. Donc vous voyez, ça change l'idée le consommateur n'est pas simplement quelqu'un qui essaye de satisfaire ses besoins. Le producteur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui essaye de maximiser son bénéfice, mais chacun va penser dans son acte de consommation ou de production à l'autre et va définir sa consommation ou sa production en fonction de l'autre. C'est aussi le cas, pour parler encore au niveau commercial, mais l'activité commerciale plus de proximité, ce qui se passe dans les SAMAP. Et vous connaissez les SAMAP, c'est des partenariats entre producteurs et consommateurs, mais qui vivent à proximité, donc ils sont dans une même localité. Eh bien, c'est la même chose. Le consommateur va préfinancer le producteur, va payer à l'avance pendant l'équivalent d'une année de produits au producteur, et en échange, le producteur va lui livrer un panier avec des fruits et des légumes une fois par semaine. Donc, à travers ce partenariat, il y a, si vous voulez, il y a un peu c'est pas simplement chacun va maximiser son intérêt, même s'il y a un intérêt, le producteur évidemment a intérêt à pouvoir vendre sa production, et donc il va garantir sa vente à l'avance pendant toute l'année. Le consommateur, s'il va à la MAP, très souvent c'est parce qu'il cherche à avoir des produits frais, et donc c'est ça souvent le premier intérêt. Donc il y a un intérêt individuel de chacun. Mais il n'y a pas que l'intérêt individuel. Ce qui se passe dans la MAP, c'est que finalement, chacun, consommateur et producteur, va introduire dans son choix aussi l'intérêt de l'autre. Et voilà, c'est ça l'idée un peu du commerce équitable ou de la MAP. C'est entre consommateur et producteur, il y a une interdépendance et il y a un échange qui va bien au-delà du simple échange des biens par de la monnaie. Alors, ça c'est par rapport au commerce. Dans la finance, il y a aujourd'hui beaucoup de pratiques au niveau de la finance solidaire qui opèrent un peu aussi la même chose, une interdépendance beaucoup plus grande entre les épargnants et les investisseurs. Encore un exemple qui est peut-être connu par vous, c'est, vous savez, les cigales, c'est des clubs d'investisseurs et des personnes qui vivent aussi, en général, ça se fait par quartier, et donc c'est des gens qui ont un peu d'argent et qui veulent l'investir dans des projets qui soient, oui, d'utilité sociale, des projets qui peuvent permettre à des gens à développer leur projet productif. Et au lieu de mettre l'argent dans la banque en cherchant à avoir l'intérêt le plus élevé, ce qu'ils vont, c'est mettre cet argent dans un projet qui peut permettre à quelqu'un de vivre bien. Et donc, ils se mettent ensemble, ils mettent leurs épargnes ensemble et ils font appel à des projets et ils choisissent un projet dans lequel ils vont investir l'argent et qui vont accompagner. Donc, vous voyez, la relation entre épargnants et investisseurs est complètement différente qu'à travers la banque où on met l'argent et en fait, très rarement on sait ce que la banque fait après avec l'argent. Et ce qu'on sait, c'est si ça produit ou pas de l'intérêt. Donc voilà encore une fois, si vous voulez, et l'idée de la finance solidaire, c'est une interdépendance beaucoup plus grande entre épargnants et investisseurs. Et chacun, quelque part, va intervenir dans le choix de l'autre. Et encore une fois, on peut dire la même chose qu'on a dit pour le consommateur. Pour l'épargnant solidaire, et on peut dire que l'épargne, ce n'est pas simplement une manière de pouvoir maximiser l'intérêt du placement financier, mais que l'épargne devient aussi un acte politique. L'épargne devient une manière de pouvoir contribuer à construire une société plus juste, puisqu'on va investir son argent dans des projets que souvent, dans la banque classique, il ne peut pas être financé. Donc voilà pour la finance. Et un dernier exemple par rapport
à l'activité productive. Et là, vous savez, une initiative aujourd'hui qui est très connue, c'est les entreprises d'insertion. Et vous savez, le principe de l'entreprise d'insertion, c'est de pouvoir proposer du travail à des personnes qui sont exclues du marché du travail. Donc aujourd'hui, on le fait, pas seulement les entreprises solidaires, mais de plus en plus, même dans les entreprises classiques, parfois, on va créer des postes de travail qu'on dit en insertion. C'est quoi l'idée de l'insertion et pourquoi ça change aussi? Ça va changer la relation, si vous voulez, entre l'embaucheur et l'employeur et le salarié. Parce que dans un poste d'insertion, dans son emploi d'insertion, je dirais, ça inverse complètement la relation entre l'employeur et l'employé. Quand on est employeur et on va employer quelqu'un, ce qu'on cherche en général, c'est la personne la plus compétente pour le poste qu'on va créer. Donc, on a un poste avec quelques besoins et on va chercher la personne qui est la plus compétente pour ce poste. Dans l'entreprise d'insertion, c'est exactement l'inverse. On a une personne avec des besoins, mais aussi avec des compétences, et on va essayer d'adapter le poste en fonction des besoins et des compétences de la personne. Alors évidemment, ce n'est pas qu'on crée des postes à mesure, mais le poste va être vraiment pensé et adapté en fonction des compétences et des besoins de la personne. Et donc vous voyez, c'est une inversion totale de cette relation entre le poste et l'employé. Donc, et aussi, c'est donner priorité à la personne et aux compétences et aux besoins de la personne sur les besoins, si vous voulez, du poste et donc de l'activité en soi. Alors, voilà, si vous voulez, quelques exemples qui montrent comment les relations entre les acteurs économiques, entre consommateurs et producteurs, entre financeurs et épargnants, entre employés et employeurs, changent dans le cadre de cette économie sociale et solidaire. Et alors, je finis ce deuxième point sur l'économie sociale et solidaire et en évoquant quelques résonances avec des mots bibliques, si vous voulez. Je vais simplement le faire à travers quelques mots pour vous dire comment, justement, pour moi, quelques récits bibliques m'ont permis parfois de donner à ce qui se joue dans l'économie sociale et solidaire au niveau humain, à le dire d'une manière différente. Alors, je le dis à travers trois mots. Je le mets en lien avec trois mots. Ce sont trois mots qu'on utilise aussi dans le langage, je dirais, profane, mais qui sont des mots clés dans la Bible. Alors, le premier mot, c'est le mot de création. En économie, on parle beaucoup de création, évidemment, mais dans la Bible aussi, on parle beaucoup de création. Et vous savez, le premier récit dans la Bible qui parle de création, c'est un récit très beau qui dit qu'au début, c'était le chaos, tout était confondu. Et Dieu arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il va séparer, il va faire toute une série de séparations. Il va séparer le jour de la nuit, il va séparer la terre de la mer, il va séparer l'homme des animaux. Donc il fait toute une série de séparations, et à chacune de ces séparations, il va attribuer un jour. Mais vous voyez, dans ce récit, la création de Dieu, ce n'est pas fabriquer ce qui n'existait pas. La création, c'est créer des liens nouveaux entre ce qui était confondu. C'est ça la création dans ce récit biblique. Tout existait, le texte le dit très clairement, mais tout était confondu et chaotique. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Va séparer pour relier autrement. Donc ça veut dire que établir des relations nouvelles, c'est un acte créateur. Et donc vous voyez, ça donne à toute cette dimension relationnelle que je mettais un peu en avant dans l'économie sociale et solidaire, une dimension très forte. Ça veut dire que, justement, créer des relations nouvelles, c'est être créateur. Pour créer, ce n'est pas nécessaire de fabriquer des choses qui n'existent pas. Pour créer, justement, il faut avant tout penser à des relations de vie, à des relations, justement, qui donnent de la vie, qui sont apporteuses de vie. Donc voilà un premier lien avec un mot biblique. Un autre mot qui, à mon avis, résonne aussi fortement avec la Bible, c'est le mot d'alliance.
Et le mot d'alliance, alors c'est aussi un mot qu'on utilise aussi, pas seulement dans la Bible. On ne l'utilise pas beaucoup en économie. Par contre, on l'utilise parfois dans le milieu politique, mais parfois pour dire, voilà, je ne sais pas si les alliances politiques sont des alliances très bibliques, mais ça peut. Mais l'alliance, en fait, dans la Bible, a, je pense, aussi une connotation très, très forte. Et je l'évoque aussi avec un récit, c'est aussi un des premiers récits, le premier récit en fait dans la Bible qui parle d'alliance, et c'est aussi un récit très connu, vous savez, il y a le déluge, et donc après le déluge, il y a Dieu qui arrive et va s'adresser à le seul survivant du déluge qui était Noé. Et donc il va lui dire, je vais faire alliance avec toi, c'est ce que Dieu dit à Noé, et il lui dit, je te promets que plus jamais je vais détruire la terre avec un Dieu. Donc on pourrait dire c'est un peu bizarre, parce qu'il lui dit je vais faire alliance avec toi, et en fait il lui fait une promesse. Il lui dit plus jamais je vais détruire la terre avec un déluge. En fait, je pense qu'à travers cette promesse, il est dit quelque chose de fondamental de l'alliance. Parce que quand Dieu dit à l'homme je te promets que je ne vais plus détruire la terre avec un déluge, il est en train de lui dire dorénavant tu es autant responsable que moi de la destinée de cette terre. Parce que dorénavant, entre toi et moi, il n'y a plus une relation de si tu te conduis bien, je te bénis, et si tu te conduis mal, je t'envoie le déluge. C'était ça le déluge. Le déluge avait été envoyé parce que l'homme n'avait pas été bon. Mais il dit, ça ne marche plus entre nous. Entre nous, maintenant, on a justement une relation d'alliance. Ça veut dire que l'alliance, c'est une relation, c'est à partir de là, quelque part, que l'homme devient co-créateur. Dieu dit à l'homme, tu es autant responsable que moi de faire de cette terre une terre habitable. Et donc, l'alliance, c'est être co-créateur. Et vous voyez, moi je pense que la relation de co-création et la relation d'alliance est beaucoup plus que la simple relation contractuelle. Pourtant, là, la notion de contrat, c'est une notion qu'en économie, on utilise beaucoup. Enfin, on peut dire que toute l'économie est régulée par des relations de contrat de travail, contrat d'assurance, contrat d'achat, contrat de vente. Et c'est très bien le contrat. Mais dans le contrat, en général, qu'est-ce qu'on essaye? Dans le contrat, en général, c'est une manière de se préserver des risques que l'autre peut me faire encourir. C'est une manière de bien préserver mes droits et mes devoirs de chacun, de bien établir quels sont les droits et les devoirs de chacun. Ça, c'est la relation contractuelle. Je crois que l'alliance, et l'alliance biblique, dit autre chose de la relation, va beaucoup plus loin que le contrat, parce que dans l'alliance, en fait, ce qu'il y a, ce n'est pas tellement une manière de se préserver de l'autre. Dans l'alliance, en fait, ce qu'il y a, c'est une manière de prendre des risques ensemble. Et c'est une manière de dire, voilà, on y va ensemble. Si tu réussis, je réussis avec toi. Et si tu échoues, j'échoue avec toi. C'est complètement différent que dans le contrat, où justement ce qu'on va, c'est au préalable bien dire qui aura la faute si jamais ça échoue. Donc, voilà quelque chose qui est dit à travers l'alliance biblique, qui, à mon avis, pourrait aujourd'hui interroger nos relations économiques. Et puis, troisième et dernier mot, et c'est, alors, je disais au début, on a beaucoup parlé d'avenir, et les quatre acteurs, en fait, ont d'une certaine manière exprimé un peu ce désir d'avenir, on le disait avec aussi ce désir d'espérance. Et là, je pense aussi que l'économie sociale et solidaire dit quelque chose de l'avenir et de la manière de se situer face à l'avenir. Et pour moi, je le mets en lien, parce que ce qu'elle dit, c'est quelque part, justement, qu'on peut faire de l'économie autrement, qu'on peut faire une économie qui soit au service de tous, qu'on peut faire une économie qui crée des relations de vie entre les personnes qui participent. Ça peut paraître très idyllique quand on le dit comme ça, mais l'économie sociale et solidaire dit que c'est vrai, que ça existe. Au niveau micro, au niveau très petit, mais on a réussi à penser ce type d'économie. Donc ça dit quelque part que cette autre économie est une réalité, est possible. Eh bien, donc ça dit quelque chose sur l'avenir, ça montre l'avenir d'une manière positive.
Et moi, je mets en lien avec un autre mot, qui est un mot très beau aussi, qui traverse toute la Bible, que c'est le mot de promesse. Et le mot de promesse, alors encore une fois, c'est un mot qu'on utilise aussi dans le langage politique, mais de manière plutôt négative et péjorative, parce que voilà, quand on parle de promesse en politique, c'est plutôt celui qui n'a pas tenu parole, et ceux qui font des promesses et ne réalisent pas ce qu'ils promettent. Eh bien, vous savez, dans la Bible, c'est un peu pareil avec Dieu. Mais il est dit quelque chose d'intéressant sur la promesse. Vous savez, encore pour faire référence à des récits qui sont très connus, la promesse apparaît dès le début avec cette idée de la terre promise. Dieu qui va appeler Abraham, c'est un des premiers personnages de la Bible, qui lui dit « Quitte ta terre et mets-toi en marche vers la terre promise ». Et la même chose pour Moïse, un peu plus tard, et à Moïse, il va lui dire le peuple était esclave en Égypte, et il lui dit fais sortir le peuple d'Égypte et conduis-le à la terre promise. Donc voilà deux promesses que Dieu fait à l'homme, et en lui disant mets-toi en marche vers cette terre promise. Alors vous savez que ces promesses, en fait, vont être réalisées à moitié. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il allait pouvoir prendre possession de cette terre, et en fait Abraham va arriver à la terre promise, mais contrairement à ce que Dieu lui avait dit, il ne pourra pas prendre possession de cette terre, il va mourir dans cette terre comme un étranger. Avec Moïse, c'est encore pire, parce que Moïse, en fait, il va mourir même avant d'arriver avec son peuple à la terre promise. Donc on pourrait dire, en fait, Dieu, c'est comme ces hommes politiques d'aujourd'hui qui promettent jamais. Mais voilà, j'ai une autre lecture. Je pense que d'une certaine manière, ce qui est dit là, il est dit quelque chose aussi d'intéressant de la promesse. Il est dit que la promesse, en fait, ce n'est pas tellement le but à atteindre, mais que la promesse est ce qui met en marche vers un avenir meilleur. Parce que ce qui est très intéressant dans la Bible, c'est que ces promesses sont toujours associées à une mise en marche du peuple. Le peuple qui quitte quelque chose pour aller vers la terre promise, ou le peuple qui sort d'Égypte pour aller vers la terre promise. Donc il y a toujours une mise en marche. Et je pense que c'est ça le plus important. L'important, ce n'est pas la terre en soi à laquelle il faut arriver. L'important, c'est cette promesse qui met en marche vers quelque chose de mieux. Donc voilà. Et là, je pense que c'est un peu l'idée de promesse qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, vous savez, je dis, ce n'est pas un modèle alternatif. Ce n'est pas un modèle économique alternatif. La solution, ce n'est pas de généraliser au niveau de toute l'économie ce qui se fait au niveau de l'économie sociale et solidaire. Premièrement, parce que ce n'est pas faisable. On ne peut pas penser toute l'économie, tout le commerce comme les AMAP. Les AMAP sont très bien au niveau local, mais au niveau international, comment les penser? Et c'est comme ça par rapport à toutes les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, la solution, ce n'est pas de généraliser ça. Mais ce que dit l'économie sociale et solidaire, c'est que l'économie peut être autre chose. Au niveau macro, il faut l'inventer. Mais ces promesses d'un avenir meilleur, parce que l'économie sociale et solidaire dit, en fait, il faut l'inventer, et c'est possible de l'inventer. Ça existe au niveau micro. Pourquoi ça ne pourrait pas exister au niveau macro? Donc c'est en ce sens-là qu'on peut dire l'économie sociale et solidaire est porteuse de promesses.